Et si le XXe siècle n'avait pas seulement été le théâtre d'idéologies meurtrières, mais aussi leur laboratoire grandeur nature? Et si derrière les promesses d'égalité se cachait une mathématique du crime? Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier de l'Union soviétique, non pas comme un simple régime autoritaire, ni même comme une dictature brutale, mais comme un système politique ayant élevé l'extermination au rang de méthode gouvernementale. Comment un État issu d'une révolution sociale a-t-il transformé ses institutions en outils de terreur organisée? Comment, au nom du progrès, l'idéologie communiste a-t-elle légitimé la faim comme arme, la classe sociale comme cible et la mort comme solution? Derrière les mots de collectivisation, de rééducation ou de lutte de classe, ce sont des millions de vies broyées par un appareil froid, rationnel, bureaucratique qui n'a pas seulement tué, il a classé, numéroté, assigné, puis fait disparaître. Dans ce podcast, nous allons démontrer étape par étape comment l'URSS a systématisé le crime politique, en transformant la police en bras armé de l'idéologie, en planifiant les exécutions par quota, en affamant des peuples entiers pour les briser, en déportant des minorités sur simple soupçon et en instaurant une logique de suspicion permanente où vivre était déjà suspect. Ce n'est pas seulement une page noire de l'histoire, c'est une démonstration glaçante de ce que devient un État quand la vérité est subordonnée à l'idéologie et la justice dissoute dans la statistique. À la croisée de l'histoire, du droit et de la politique, ce récit n'a rien d'un règlement de compte. Il est un exercice de lucidité, car comprendre la mécanique du crime, c'est refuser qu'elle se reproduise. Bienvenue dans ce voyage au cœur du crime d'État. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. L'un des traits les plus saisissants du pouvoir bolchevique est la manière dont l'idéologie marxiste-léniniste, loin de se limiter à une visée critique ou émancipatrice, a été mobilisée comme fondement légitimant l'exercice d'une violence extrême. Dès les premières années du régime, la notion de lutte des classes est détournée pour devenir non un outil d'analyse, mais une arme opératoire de ciblage social. À la différence des traditions juridiques héritées des Lumières, où la responsabilité pénale repose sur des actes individuels avérés, le pouvoir soviétique affirme dès 1918 que l'origine sociale suffit à définir la culpabilité. Cette logique est formulée avec clarté par Martin Latsis, cadre dirigeant de la Tchéka, la police politique, qui affirme que l'ennemi n'est pas celui qui agit contre le régime, mais celui qui est issu d'une classe définie comme hostile, bourgeoisie, aristocratie, clergé ou profession intellectuelle indépendante. Dans cette perspective, toute investigation devient superflue. La première question que vous devez poser, c'est à quelle classe il appartient. Ce type de raisonnement marque une rupture fondamentale avec le droit classique. Il essentialise les individus, substituant à leur personne un rôle assigné dans une grille idéologique rigide. Le citoyen n'existe plus comme sujet de droit, mais comme fragment d'un groupe social jugé coupable collectivement. Il n'y a plus de place pour la nuance, la singularité ou l'évolution. Être né dans de telles conditions suffit à justifier la répression. Ce déplacement est lourd de conséquences. Il autorise l'usage préventif et systématique de la coercition en dehors de tout acte répréhensible, simplement pour prévenir une hypothétique résistance. L'administration de la violence devient ainsi une fonction naturelle de l'État, et non une mesure d'exception. Ce glissement transforme l'idéologie en principe de gouvernement et le soupçon social en critère d'action publique.
Ce recours à la catégorisation collective ne répond pas uniquement à une logique d'urgence révolutionnaire. Il s'inscrit dans une volonté de transformation totale de la société, dont les fondements anciens doivent être éradiqués et non pas réformés. L'extermination physique ou symbolique de certains groupes est perçue comme une condition préalable au surgissement d'un ordre nouveau. En cela, l'idéologie de classe ne fut pas seulement une grille d'interprétation du réel, elle devient une matrice d'exclusion, un filtre permettant de désigner sans preuve ni procès ceux dont la disparition était jugée nécessaire à la grande marche de l'histoire. Le pouvoir soviétique ne tue pas au hasard, il tue selon un schéma, un raisonnement, un programme. Ce primat du social sur le juridique inaugure une rationalité nouvelle du crime politique, dans laquelle la violence est légitime non parce que l'adversaire agit, mais parce qu'il est. C'est cette logique, fondée sur une lecture absolutisée de la lutte des classes, qui pose les bases du système répressif soviétique, bien avant sa formalisation institutionnelle. La révolution bolchevique d'octobre 1917 s'inscrit dès son origine dans une logique de rupture radicale qui récuse non seulement l'ordre ancien, mais aussi toute forme de compromis. Pour Lénine, le conflit social ne se résout pas par la négociation, mais par la victoire absolue d'une classe sur une autre. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. Cette conception débouche à partir de 1918 sur l'élaboration d'un imaginaire de guerre civile permanente, pensé non comme une situation transitoire, mais comme un moteur de l'histoire révolutionnaire. Lorsqu'éclatent les premières résistances à la prise de pouvoir bolchevique, insurrection paysanne, hostilités ouvrières, formation des premières armées blanches, le régime ne cherche pas à distinguer entre mouvements politiques, protestations sociales ou opposition armée. Il les regroupe sous une même catégorie, celle de l'ennemi de classe. Dans cette lecture idéologique, la guerre civile n'est pas un épisode contingent. Elle révèle au contraire la vérité fondamentale du processus révolutionnaire. Elle est perçue comme la condition même de la transformation sociale, une lutte inexorable entre deux mondes incompatibles, l'ancien à détruire et le nouveau à imposer. C'est dans ce contexte que s'inscrit la proclamation de la Terreur rouge en septembre 1918 à la suite de l'attentat contre Lénine. Cette décision marque une inflexion décisive pour la première fois. La violence révolutionnaire devient un principe affiché, assumé, revendiqué comme nécessaire. Elle n'est plus seulement un effet de la guerre ou une mesure d'exception, mais un fondement de légitimation du pouvoir. Le pouvoir soviétique affirme qu'il est dans son droit, et même dans son devoir, de frapper sans distinction tous ceux qui l'associent à la contre-révolution. Ce recours à la terreur ne découle pas seulement d'un contexte militaire tendu, il procède d'un raisonnement idéologique selon lequel la société est divisée en ennemis irréconciliables et où l'éradication de l'adversaire social est vue comme une exigence historique. La Terreur rouge institue ainsi une lecture binaire et combattante de toute réalité sociale dans laquelle l'hostilité de classe est supposée permanente,
même en l'absence d'affrontements militaires. Par conséquent, la guerre civile ne devient un cadre mental, un paradigme opératoire que le régime conserve au-delà même de l'urgence. Elle autorise la suspension des normes ordinaires, justifie la violence comme acte de salut et installe une temporalité révolutionnaire perpétuelle, celle d'un combat sans fin contre un ennemi sans visage fixe. Ce schéma, inauguré en 1918, façonne durablement la manière dont le pouvoir soviétique se pense et se déploie dans les années suivantes. Créée par décret le 20 décembre 1917, la commission extraordinaire pan-russe pour la répression de la contre-révolution et du sabotage, plus connue sous le nom de Tchéka, constitue l'un des premiers actes fondateurs du régime bolchevique en matière de violence politique. Son existence précède de plusieurs mois l'émergence concrète de la guerre civile, ce qui montre que sa vocation dépasse le simple cadre de l'urgence militaire. Elle est conçue comme un instrument permanent de surveillance, d'intimidation et d'élimination. Contrairement aux institutions judiciaires traditionnelles, la Tchéka ne repose sur aucun fondement légal au sens classique. Elle n'obéit à aucune procédure, ne rend aucun compte à un pouvoir indépendant et n'est soumise à aucun contrôle parlementaire. Dès ses origines, elle fonctionne en marge du droit, voire en opposition à lui. Ses membres n'ont pas besoin de mandat, ni de preuves, ni même de chef d'inculpation formel pour arrêter, interroger, condamner ou exécuter un individu. Cette structure est donc, de manière explicite, une organisation extrajudiciaire échappant à toute limitation légale. Dans les mois qui suivent sa création, la Tchéka se voit confier des pouvoirs de plus en plus étendus. Après l'attentat contre Lénine en août 1918, elle devient le bras armé de la terreur rouge, avec pour mission de frapper tous ceux qui, par leurs origines, leurs idées supposées, leurs comportements ou leurs réseaux, pourraient être associés à la contre-révolution. Dans les faits, cela signifie une liberté totale d'action. L'exécution sans procès devient monnaie courante. Le simple soupçon suffit. Des milliers de personnes sont fusillées sommairement, parfois à la chaîne, dans les caves, les forêts, les places publiques. Les témoignages de l'époque abondent. Arrestations nocturnes sans motif, rafles dans les gares, exécutions collectives de civils désarmés. Les otages sont également une cible. Les membres des anciennes élites, parfois même des proches de suspects, sont éliminés à titre d'exemple ou de vengeance politique. Il ne s'agit pas de juger des actes, mais d'éliminer préventivement des catégories sociales perçues comme dangereuses. Cette dynamique d'extermination extrajudiciaire est assumée par les dirigeants de la Tchéka. Martin Latsis, dans ses propres écrits, affirme que la justice n'a plus de rôle à jouer. Ce qui importe, c'est la classe d'origine, l'attitude politique supposée, ou la simple appartenance à un groupe social défini comme ennemi du peuple. Il ne s'agit pas d'appliquer une peine, mais de retrancher de la société ceux qui n'ont pas leur place dans le monde à venir. Dès 1918-1919, la Tchéka ne se limite plus aux grandes villes. Elle se déploie dans les provinces, dans les campagnes, dans les zones frontalières. Elle devient une organisation tentaculaire, avec ses propres prisons, ses centres d'exécution, ses trains blindés itinérants. Elle frappe sans rendre compte et sans procédure, mais toujours dans un cadre idéologique rigide, qui définit à l'avance qui doit vivre et qui doit disparaître. En résumé, la Tchéka incarne la négation méthodique de toute justice individuelle et l'affirmation d'un pouvoir répressif absolu fondé sur l'extermination politique de l'ennemi désigné. Dans les premières années du pouvoir bolchevique, la violence politique ne se limite pas à des actes ponctuels ou improvisés. Très rapidement, elle s'organise selon des formes administratives centralisées et planifiées, témoignant d'une volonté de transformer la répression en système régulier de gestion politique.
On assiste ainsi à la naissance d'un appareil de coercition complètement rationalisé, dans lequel les décisions d'exécuter ne sont plus issues seulement de l'initiative locale ou du zèle révolutionnaire, mais intégrées à des processus de ciblage normés et de mesures quantitatives. Dès 1918-1919, dans un contexte de guerre civile et de consolidation du pouvoir bolchevique, les autorités centrales, en particulier donc le parti bolchevique et la Tchéka, mettent en place des listes de suspects établis selon des critères d'appartenance sociale, d'origine professionnelle ou de supposée hostilité politique. Ces listes ne sont pas le fruit d'enquêtes individualisées, mais de campagnes de repérage fondées sur des catégories collectives, nobles, officiers tsaristes, anciens fonctionnaires, membres du clergé, commerçants, voire parfois simples paysans considérés comme réticents. Ces désignations massives s'accompagnent de quotas d'arrestation et d'exécution attribués à chaque région, district ou unité militaire. Le pouvoir central fixe des objectifs chiffrés, parfois transmis par circulaire ou télégramme interne, que les autorités locales sont tenues d'atteindre, voire de dépasser. Ce système repose sur une logique de productivité politique. Il ne s'agit pas de réprimer des actes, mais de remplir des objectifs de neutralisation sociale mesurables statistiquement. Ce phénomène marque une étape décisive. La répression cesse d'être un simple outil de réaction politique pour devenir un indicateur de performance administrative. La fidélité au régime se juge aussi à la capacité d'identifier, arrêter et éliminer un nombre déterminé d'ennemis. Le zèle répressif est encouragé, les responsables locaux étant évalués sur leurs résultats en matière de sécurité idéologique. La tenue de statistiques détaillées, nombre d'arrestations, d'exécutions, d'éléments neutralisés, devient dès lors un volet essentiel de l'activité des organes de répression. Ces chiffres sont transmis à Moscou, commentés, comparés. Le nombre de morts ou de détenus n'est plus perçu comme une conséquence, mais comme un paramètre de gestion souvent intégré à des rapports d'activité ou des bilans politiques. Cette rationalisation statistique introduit une nouvelle forme de rapport à la violence. Désincarnée, planifiée, bureaucratisée, elle efface l'individualité des victimes au profit de leur inscription dans des tableaux, des colonnes, des objectifs à remplir. La mort cesse d'être l'ultime sanction d'un jugement. Elle devient un item de tableau, une donnée parmi d'autres dans l'administration de la transformation sociale. Ainsi se constitue dès les premières années du régime soviétique un appareillage coercitif à la fois centralisé, chiffré et impersonnel qui annonce les formes plus massives et industrielles que prendra la répression à partir des années 1930. Ce moment marque l'entrée de la politique dans une ère nouvelle, où la violence cesse d'être seulement idéologique pour devenir techniquement planifiable. Le système concentrationnaire soviétique, connu sous le nom de goulag, qui veut dire administration principale des camps, ne peut être réduit à une simple institution pénitentiaire. Il remplit des fonctions multiples, convergentes et profondément politiques. Dès sa formalisation dans les années 1920, puis son expansion à grande échelle à partir de 1929, le goulag devient un outil central de gouvernement dont les fonctions dépassent largement la seule neutralisation physique des opposants. Premièrement, le camp est un lieu d'extermination différé. Bien que la majorité des détenus ne soient pas officiellement condamnés à mort, les conditions de vie, marquées par la faim, le froid, le travail épuisant, l'absence de soins et les violences quotidiennes conduisent à une mortalité massive. Cette violence structurelle, intégrée dans l'architecture même du système, permet au régime d'éliminer silencieusement
une part importante des éléments jugés indésirables, sans en assumer la publicité ou le coût politique. L'extermination n'est pas déclarée, mais rendue probable par les conditions imposées. Deuxièmement, le goulag punit non seulement les actions déviantes ou perçues comme hostiles, mais aussi les attitudes, les origines ou les appartenances. La condamnation au camp repose souvent sur des critères vagues, sabotage, parasitisme, propagande anti-soviétique, permettant une extrême plasticité dans la désignation des coupables. La peine devient ainsi un acte symbolique de domination politique, destiné à briser les volontés, à intimider les populations et à illustrer la toute-puissance de l'État. Le camp est la matérialisation d'un châtiment qui n'a besoin ni de preuves ni de défense. Troisièmement, les autorités soviétiques attribuent au goulag une fonction de redressement idéologique et social. Il s'agit de rééduquer par le travail des individus considérés comme moralement ou politiquement déviants. Cette perspective repose sur l'idée que l'effort productif et la discipline carcérale peuvent transformer un ennemi du peuple en citoyen docile. Le camp devient un espace de transformation forcée de l'homme, combinant coercition physique et endoctrinement. Dans les faits, cette prétention à la rééducation masque une logique d'épuisement, de dressage et de destruction des individualités. Enfin, le goulag remplit une fonction économique essentielle. Dans une économie planifiée, sans aucune liberté, souffrant de pénurie chronique de main-d'œuvre, les détenus deviennent une ressource mobilisable à volonté. Aucune rémunération décente, aucun droit syndical, aucune protection sanitaire ne s'applique à eux. Exploités dans les mines, les forêts, les grands chantiers d'infrastructures, ils constituent une force de travail gratuite et corvéable, utilisée pour des projets que les travailleurs libres refuseraient ou fuiraient. Le goulag permet ainsi de concilier l'idéologie punitive avec les objectifs productivistes de l'État soviétique. Ces quatre dimensions, exterminer, punir, redresser, exploiter, ne s'excluent pas. Elles s'articulent dans un dispositif cohérent où la souffrance, la soumission et le rendement deviennent des outils politiques. Le goulag n'est donc pas un simple lieu d'internement. Il est un levier central de contrôle des corps, des esprits et des territoires au service d'un pouvoir qui entend refaçonner la société par la terreur organisée. Alors pour faire un petit bilan du goulag à son apogée dans les années 1937, entre 1937 et 1953, le goulag regroupe plus de 2000 établissements distincts, camps principaux, des sous-camps, des colonies pénitentiaires spéciales, des établissements de transit et de rétention. Il mobilise des millions de détenus, dont une grande partie est affectée à des travaux physiques intensifs, l'extraction minière, l'exploitation forestière, la construction de voies ferrées, tous ces travaux extrêmement difficiles dans des conditions épouvantables. Au sein des goulags, les famines induites ne relèvent pas d'un simple défaut logistique. Elles sont structurelles. Le système accorde la priorité aux quotas de production sur les conditions de subsistance des détenus. Lorsque les ressources manquent, les prisonniers sont les premiers à en faire les frais. Des milliers de témoignages évoquent les cadavres gelés, les cas de cannibalisme, les scènes de mourants abandonnés. Dans les années de plus forte affluence, entre 1933 et 1942, des dizaines de milliers de morts par an sont enregistrés dans certains réseaux de camps sans que cela n'entraîne de changement structurel du fonctionnement. Le bilan humain global du goulag est difficile à fixer avec exactitude du fait de la déstructuration partielle des archives et de la falsification volontaire des chiffres par les autorités soviétiques. Néanmoins, les estimations les plus sérieuses font état de plus de 18 millions de personnes passées par le système concentrationnaire soviétique
entre 1930 et 1953, et au moins 1,5 à 2 millions de morts directement liés aux conditions de détention. À cela s'ajoutent des millions d'autres vies brisées marquées par la déportation, la séparation familiale, la stigmatisation sociale et la surveillance prolongée après la libération. Ce bilan humain repose sur un système logistique de grande envergure, réseau ferroviaire dédié, administration parallèle, hiérarchie carcérale interne, dispositif de tri, comptabilité chiffrée de la productivité et de la mortalité. La violence n'y est pas seulement physique, elle est administrée, planifiée, mesurée, selon des objectifs de rendement et de conformité idéologique. Le goulag incarne ainsi une nouvelle forme de gestion des populations fondée non sur la justice, mais sur la maximisation de l'utilité politique et économique des corps, jusqu'à leur usure terminale. Dans les années 1930, et plus précisément à partir de 1937, l'Union soviétique franchit un seuil qualitatif dans sa gestion de la violence politique. Ce qui relevait jusque-là d'un usage répressif à visée stratégique ou économique s'institutionnalise désormais sous une forme bureaucratique chiffrée et centralisée à travers une série d'ordres formels émis par la direction du parti et les organes de sécurité. La violence devient un objectif administratif quantifié, distribué par territoire. Le point de bascule est constitué par l'ordre numéro 00447 du 30 juillet 1937, signé par Nikolaï Yezhov, alors commissaire du peuple à la sécurité intérieure, donc au NKVD, et approuvé par Staline. Ce texte organise la répression de supposés éléments anti-soviétiques, c'est-à-dire d'anciens koulaks, c'est-à-dire des paysans qui possédaient leurs terres, des anciens membres de partis non bolcheviques, des figures religieuses ou des marginaux sociaux. Il prévoit l'arrestation et le jugement expéditif de centaines de milliers de personnes à travers tout le territoire soviétique. Surtout, l'ordre ne se contente pas de définir des catégories. Il fixe des quotas d'arrestation et d'exécution chiffrés par région, que chaque administration locale du NKVD doit remplir. Ces quotas sont composés de 2 catégories. La première catégorie, à exécuter par balle. La seconde catégorie, déportation en camp de travail. Par exemple, pour la région de Moscou, l'ordre initial prévoit 5000 exécutions par balle et 30 000 déportations. Les autorités locales peuvent et sont souvent incitées à demander des dépassements de quotas dans une logique d'émulation répressive. Ainsi, la mise à mort n'est plus seulement une réponse à un acte supposé, mais un chiffre à atteindre, un indicateur de fidélité au régime. Les ordres sont écrits, datés, signés, validés à plusieurs niveaux hiérarchiques et souvent accompagnés de tableaux statistiques standardisés. Chaque commandement du NKVD régional est responsable de l'application précise des instructions sous peine de sanctions en cas de laxisme. Les commissions spéciales, troïki, sont formées pour statuer rapidement sur les cas. Ces instances n'offrent ni débat, ni défense, ni instructions sérieuses. Elles jugent à la chaîne, souvent en quelques minutes, sur la base de listes préétablies. Ce système de quotas transforme la violence d'État en une procédure administrative normée où l'on tue sur mandat selon un plan et dans le respect de consignes centralisées. Les individus visés sont souvent désignés à l'avance dans des fichiers déjà constitués. Les décisions sont prises en fonction de profils sociaux, de positions antérieures ou de simples suspicions. Dans certains cas, les noms sont tirés directement des archives de la police politique ou des anciennes listes de rationnement. En conséquence, la mort devient un résultat attendu et planifié, et non un dommage collatéral de la répression. Chaque région est responsable de sa part dans la mécanique nationale de purification. La violence ne dépend plus du contexte local, mais obéit à une logique d'équilibre global, où les organes centraux du parti
répartissent le volume de répression comme on répartirait une charge économique. Cette mutation marque un véritable tournant dans l'histoire de la violence d'État moderne. L'exécution de masse est intégrée à la planification politique, non comme un échec, mais comme une composante du projet de transformation radicale de la société. Parmi les politiques les plus radicales menées par le pouvoir soviétique dans les années 1930, la collectivisation agricole forcée et la dékoulakisation constituent deux volets complémentaires d'un projet idéologique de refonte totale du monde rural. Il ne s'agissait pas seulement de transformer les modes de production, mais de dissoudre volontairement les structures sociales, culturelles et économiques traditionnelles des campagnes, perçues comme hostiles ou archaïques. La collectivisation est lancée en 1929 sous l'impulsion directe de Staline. Elle impose la fusion des exploitations paysannes individuelles dans de vastes unités collectives qu'on appelle les kolkhozes, soumises à l'autorité de l'État et intégrées à l'économie planifiée. Cette politique vise à centraliser les récoltes, mécaniser la production et soumettre les campagnes au contrôle du pouvoir soviétique. Mais son application brutale, uniforme et accélérée provoque une désintégration violente de l'ordre rural. La résistance des paysans, passivité, sabotage, refus d'adhésion, est interprétée non comme une opposition sociale ou économique légitime, mais comme une hostilité politique criminelle. Le régime désigne alors un ennemi intérieur à abattre, le koulak. Ce terme, à l'origine flou, désignait le paysan relativement aisé, mais à partir de 1930, il est élargi arbitrairement à toute personne refusant la collectivisation, possédant quelques têtes de bétail ou simplement suspecté d'influence locale. La dékoulakisation devient ainsi une campagne massive de répression sociale. Ce processus se déroule en plusieurs étapes: arrestation massive, confiscation de biens, expulsion des familles, internement ou déportation dans des zones isolées. Dans de nombreux cas, les victimes ne sont pas jugées, mais simplement désignées sur la base de dénonciations locales, comme on l'a expliqué précédemment. L'objectif n'est pas seulement d'éliminer une classe sociale, il s'agit de briser le tissu rural autonome, de détruire les réseaux familiaux et d'effacer les autorités villageoises pour imposer une nouvelle sociabilité fondée sur la surveillance mutuelle et l'obéissance au parti. Ce que le pouvoir vise à extirper, ce ne sont pas des individus isolés, mais des formes collectives d'existence, des communautés enracinées, autonomes, liées à la terre, à la religion, à une mémoire longue. Leur destruction constitue un acte de reconfiguration sociale par la violence de masse. Les effets de cette politique sont dévastateurs. En quelques années, des centaines de milliers de familles sont déplacées, déportées ou anéanties. Le monde rural soviétique, qui représentait la majorité de la population, est profondément transformé. Désorganisation économique, démoralisation collective, perte des repères communautaires et montée de la peur. Loin de moderniser l'agriculture, la collectivisation crée un traumatisme profond et durable qui ruine les dynamiques locales au profit d'un contrôle vertical et bureaucratique. Ainsi, la collectivisation et la dékoulakisation ne doivent pas être interprétées comme des erreurs économiques ou des maladresses politiques, mais comme une stratégie délibérée de démantèlement du monde paysan traditionnel, perçu comme un obstacle idéologique à l'imposition du communisme. Elle constitue un crime politique ciblé, dont la finalité est moins la modernisation agricole que la destruction d'un ordre social non conforme à la révolution. Parmi les formes de violence politique exercées par l'État soviétique, l'usage de la famine comme instrument délibéré d'extermination constitue l'un des crimes les plus radicaux et les plus structurés du régime. Ce n'est pas une disette naturelle, ni un effet collatéral d'une crise économique. Il s'agit d'un acte de pouvoir, d'une décision politique planifiée, mobilisant l'appareil administratif et sécuritaire à des fins létales.
Entre 1932 et 1933, environ 6 millions de personnes périssent de faim, principalement en Ukraine, mais aussi dans certaines régions de la Volga et du Caucase du Nord. Ce processus s'inscrit dans la politique de collectivisation forcée lancée en 1929. Face aux résistances nombreuses, notamment dans les campagnes ukrainiennes, le pouvoir soviétique décide d'écraser toute opposition. Le mécanisme est redoutablement méthodique. À partir de l'été 1932, des quotas de livraison de céréales irréalisables sont imposés aux kolkhozes et aux villages. Lorsque ces objectifs sont inévitablement non atteints, les autorités confisquent toutes les réserves disponibles, y compris les semences, la farine, les pommes de terre, les légumes secs. Les équipes de réquisition fouillent les maisons, les greniers, parfois les tombes, pour extraire toute nourriture cachée. Le simple fait de conserver un peu de grain pour sa famille devient un acte criminel puni de prison ou de mort. Parallèlement, les zones rurales visées sont bouclées administrativement. Des barrages sont installés autour des régions affamées pour empêcher les populations de fuir vers les villes ou les régions mieux ravitaillées. Ceux qui tentent de franchir les lignes sont arrêtés, renvoyés ou abattus. L'État interdit aussi l'aide humanitaire spontanée, empêche toute circulation privée de denrées et refuse obstinément de reconnaître l'existence même d'une famine, y compris devant les autorités internationales. Cette stratégie transforme la privation de nourriture en instrument de répression sociale ciblée. Elle ne vise pas tous les citoyens soviétiques, mais en priorité une catégorie définie. Les paysans supposés récalcitrants, les anciens petits propriétaires, les Ukrainiens accusés de nationalisme, les villages classés comme saboteurs. Il s'agit de briser physiquement et culturellement un monde rural perçu comme porteur d'un ordre ancien et incompatible avec le modèle communiste. Ce mode opératoire sans précédent à cette échelle s'apparente à un génocide de classe, c'est-à-dire l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est censé représenter dans le système idéologique du régime. Il ne s'agit pas d'un acte brutal et isolé, mais d'un crime politique soigneusement organisé, exécuté avec la complicité active de l'appareil d'État et de ses structures locales. La famine de 1932-1933 constitue ainsi l'une des expressions les plus froides et les plus cyniques de la terreur soviétique. Par la maîtrise des stocks, la fermeture des frontières internes, la criminalisation de la survie, le pouvoir soviétique a transformé la faim en une arme politique de destruction massive, dont l'objectif était la soumission totale par l'épuisement et la mort. L'Union soviétique, dès les années 1930, ne limite pas son action violente à l'intérieur de ses frontières. Son appareil d'État se projette également vers l'extérieur dans une logique d'expansion territoriale et idéologique, souvent masquée derrière une rhétorique défensive. Cette politique se traduit par des actes d'agression militaire planifiés qui répondent aux critères de ce que le droit international désigne comme crime contre la paix, à savoir l'initiation d'une guerre en violation des traités ou sans justification légitime. Le 23 août 1939, l'Union soviétique signe avec l'Allemagne nazie le pacte de non-agression connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop. Ce traité, présenté publiquement comme un accord de neutralité, comporte un protocole secret qui divise l'Europe de l'Est en zones d'influence. Moins d'un mois plus tard, Hitler envahit la Pologne à l'ouest, le 1er septembre 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, et l'armée rouge entre à son tour par l'Est, le 17 septembre 1939, occupant sa part entière. Cette coordination militaire, bien que non formalisée en termes publics, démontre la complicité active de l'URSS dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Elle constitue un cas exemplaire de violation délibérée de la souveraineté d'un État tiers sans déclaration de guerre préalable et en contradiction avec les engagements diplomatiques antérieurs. Ce n'est pas une réaction à une attaque, mais une agression planifiée, dans le cadre d'un accord secret entre deux régimes totalitaires.
Dans la foulée de l'invasion de la Pologne, l'URSS engage une nouvelle offensive en novembre 1939. Elle attaque la Finlande, un pays neutre, sous prétexte de menaces sécuritaires sur Leningrad. Les soviétiques exigent des territoires, installent une république fantoche à Terijoki et déclenchent une guerre qui dure jusqu'en mars 1940. L'objectif est clair, annexer une partie du territoire finlandais et établir un contrôle politique sur le pays. Cette guerre, condamnée par la Société des Nations, dont l'URSS sera exclue en décembre 1939, relève clairement d'un acte d'agression unilatérale non provoqué. Les pertes humaines sont très lourdes, notamment côté soviétique, du fait de la résistance finlandaise, mais l'URSS parvient à annexer une partie de la Carélie. Là encore, la logique n'est pas défensive mais expansionniste, fondée sur un usage cynique de la force brute. 40 ans plus tard, l'URSS montre que cette logique agressive ne relève pas du passé. En décembre 1979, les troupes soviétiques envahissent l'Afghanistan, officiellement pour stabiliser un régime communiste menacé. En réalité, il s'agit d'imposer un gouvernement satellite à Kaboul, après l'assassinat du président Amin par les services soviétiques eux-mêmes. Cette opération marque le début d'une guerre longue, coûteuse et profondément destructrice. L'intervention soviétique viole le principe de souveraineté nationale et ne répond à aucun mandat international. Elle vise à maintenir une zone d'influence stratégique au cœur de l'Asie face à l'instabilité islamique et la rivalité avec les États-Unis. Cette guerre entraînera des centaines de milliers de morts afghans, la radicalisation du pays et la déstabilisation durable de la région. Il ne faut pas oublier qu'une partie de la gauche, de l'extrême gauche notamment, avait soutenu ce conflit. Ces 3 épisodes distincts par leur contexte mais unis par leur logique illustrent la continuité d'un comportement international fondé sur la guerre offensive. Dans chacun des cas, l'URSS agit en violation du droit international, non pour répondre à une menace immédiate, mais pour étendre son pouvoir géopolitique par la force. Elle démontre ainsi que la violence d'État n'est pas confinée au territoire soviétique. Elle est aussi projetée à l'extérieur, selon une stratégie calculée, et relève à plusieurs reprises des crimes contre la paix au sens du droit de Nuremberg. Dans sa politique d'expansion territoriale et de réorganisation interne, l'Union soviétique a commis une série de crimes de guerre caractérisés notamment par des exécutions massives de prisonniers de guerre et des déportations systématiques de populations civiles, en violation des conventions internationales, même celles déjà en vigueur avant la Seconde Guerre mondiale. L'un des crimes les plus emblématiques de cette logique est l'exécution planifiée de plus de 21 000 officiers polonais en avril-mai 1940 dans la forêt de Katyn et plusieurs autres sites. Après l'invasion soviétique de la Pologne orientale en septembre 1939, ces officiers, issus de l'armée, de la gendarmerie, de la police, mais aussi du monde universitaire et administratif polonais, furent capturés, internés, puis classés comme éléments hostiles au régime soviétique. Ils ne furent ni jugés ni inculpés. Le 5 mars 1940, la décision d'exécution fut signée par les plus hauts responsables soviétiques, dont Beria et Staline. L'opération fut menée dans le plus grand secret. Les prisonniers furent exécutés d'une balle dans la nuque, jetés dans des fosses communes, leurs effets personnels confisqués ou enterrés avec eux. Ce massacre de prisonniers désarmés en temps de guerre constitue une violation flagrante du droit international, assimilable à un crime de guerre. Il visait non seulement à décapiter l'élite militaire polonaise, mais aussi à empêcher toute reconstitution ultérieure d'un État polonais indépendant à l'Est. Après l'annexion des États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie en 1940, l'URSS applique la même méthode. Arrestation de masse, liquidation des élites et déportation ciblée. En juin 1941, juste avant l'invasion allemande, environ 40 000 personnes sont déportées en quelques jours. Sont visés anciens fonctionnaires, officiers, intellectuels, religieux, commerçants, toutes les cibles dont le régime communiste
s'applique à exterminer. Ici, il s'agit non d'un acte militaire, mais d'un nettoyage politique par déplacement forcé, exercé sur des populations civiles en temps de paix relative, ce qui renforce la qualification de crime de guerre. Ces pratiques visent à désorganiser les sociétés annexées, à briser toute résistance potentielle et à effacer les structures nationales préexistantes. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les mêmes procédés sont appliqués à certaines minorités ethniques accusées de collaboration ou de double loyauté. En 1943-44, les Tchétchènes, les Ingouches, les Balkars, les Tatars de Crimée et les Allemands de la Volga sont déportés en masse vers l'Asie centrale ou la Sibérie. Ces opérations planifiées et menées en quelques jours impliquent l'arrestation de familles entières, la confiscation de biens, l'effacement de traces culturelles, toponymie, monuments, et une relégation dans des zones hostiles où les conditions de survie sont catastrophiques. Les déportations sont souvent accompagnées de punitions collectives et d'exécutions sommaires, notamment lors des opérations de transfert ou en cas de résistance. Les peuples sont privés de statut juridique, soumis à une surveillance continue et réduits à l'assignation territoriale forcée pendant des années. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure de guerre ou d'une réaction sécuritaire. Ces actes relèvent d'une volonté d'épuration ethnopolitique utilisant les méthodes militaires et policières contre des populations civiles sans lien direct avec des actions hostiles concrètes. La question de savoir si certaines politiques soviétiques, en particulier la dékoulakisation, donc à partir de 1930, et la décosaquisation qui commence dès 1919, relève du génocide au sens du droit international, fait l'objet de débats complexes, tant sur le plan historique que juridique. La Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide définit le génocide comme l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en excluant expressément les groupes politiques et sociaux. De ce fait, la destruction de groupes comme les Koulaks ou les Cosaques, désignés non par leur ethnicité mais par leur statut économique ou leur mode de vie, échappe formellement à la définition juridique stricte du génocide. Cependant, plusieurs chercheurs et juristes ont défendu l'idée d'un génocide social, qu'on a évoqué précédemment par rapport au cas de l'Ukraine, ou alors génocide de classe, pour qualifier ces campagnes d'extermination partielle menées par l'État soviétique. Le terme vise à désigner l'intention manifeste de faire disparaître une catégorie sociale définie par sa position dans les rapports de production et non par une appartenance ethnique. En ce sens, la dékoulakisation, avec ses arrestations massives, ses exécutions, ses déportations et sa destruction systématique des structures villageoises, pourrait être interprétée comme un équivalent fonctionnel du génocide, bien qu'exclu juridiquement de la catégorie. Les tenants de la qualification de génocide social insistent sur l'intentionnalité, le ciblage collectif et la destruction planifiée, trois critères fondamentaux du génocide, même si l'objet du crime n'est pas une identité protégée au sens de la Convention de 1948. Des propositions ont été faites, notamment dans le droit français, le Code pénal de 1992, pour élargir la notion de génocide à tout groupe défini de manière arbitraire, ce qui inclurait les cas soviétiques. Pour autant, cette lecture n'est pas unanime. D'autres historiens soulignent que les politiques soviétiques n'avaient pas toujours pour objectif l'anéantissement physique total, mais plutôt la transformation sociale et l'élimination symbolique d'un mode de vie ou d'une influence sociale. Il existerait alors une différence d'intention qui distingue la terreur stalinienne de l'extermination raciale planifiée. L'un des points les plus débattus dans l'historiographie contemporaine tient à la comparaison entre les crimes du régime soviétique et ceux du régime nazi.
Si l'on s'en tient au mécanisme de la terreur étatique, de nombreux éléments permettent de dégager une parenté fonctionnelle et structurelle. Dans les deux cas, on observe un recours massif aux déportations, une répression ciblée de groupes définis a priori, des disparitions organisées, une gestion bureaucratique de la mort et l'intégration de la terreur comme méthode gouvernementale. Dans les deux régimes, la violence n'est pas périphérique, elle est centrale, planifiée, assumée, avec un encadrement administratif rigoureux. La mort est répertoriée, les quotas d'arrestation sont distribués, les organes d'exécution disposent d'une autonomie considérable tout en rendant compte à une hiérarchie idéologique. Certains insistent à plusieurs reprises sur cette bureaucratisation du meurtre, que ce soit dans les opérations de découlakisation dans les quotas d'exécution régionaux distribués en 1937-38 ou dans l'organisation de la famine ukrainienne entre 1932 et 1933. Mais la différence fondamentale, souvent invoquée par les historiens, repose sur le critère de sélection des victimes. Dans le cas nazi, la persécution repose sur des catégories raciales, biologiques, essentialisées. L'individu est jugé irrémédiablement coupable du seul fait de son origine ethnique, et l'objectif est son anéantissement total et irréversible. Il n'y a pas de rédemption possible pour le juif, le tzigane ou le malade mental dans le projet hitlérien. Il s'agit d'un programme eugéniste et racial où la destruction est pensée comme un acte purificateur fondé sur une hiérarchie naturelle des êtres humains. À l'inverse, dans le système soviétique, les victimes sont désignées sur des bases politiques, sociales ou culturelles. Sont visés donc les koulaks, les membres des anciennes élites, les religieux, les fonctionnaires du tsarisme, les opposants réels ou supposés au régime, les éléments déclassés selon une logique de lutte de classe radicalisée. En théorie, certains peuvent être rééduqués par le travail ou réintégrés s'ils prouvent leur loyauté. Mais en pratique, cette distinction reste largement formelle. Le soupçon suffit, l'origine sociale suffit, et la machine répressive ne fait que peu de différence entre récupérable et irrécupérable. Le taux de mortalité dans les camps, les famines induites, les déportations de masse sans retour témoignent d'une logique d'élimination effective, même si elle n'est pas toujours affichée comme une finalité explicite comme dans le nazisme. Autrement dit, là où le nazisme essentialise l'adversaire par la race, le communisme instrumentalise la classe comme critère politique. L'ennemi est défini non par son sang, mais par son inscription supposée dans un rapport de force sociale. Cette différence de justification est réelle et importante, mais les effets concrets convergent souvent sur le terrain. Destruction de groupes entiers, déshumanisation administrative, isolement social, relégation dans des zones de non-droit, jusqu'à la mort physique ou l'effacement symbolique. Les controverses historiques portent donc moins sur les faits que sur leur interprétation. Certains historiens, en particulier issus de la tradition marxiste ou anti-nazie, mettent en garde contre une assimilation abusive. Ils insistent sur les finalités divergentes. Là où les nazis visent la purification raciale, les soviétiques poursuivent, du moins en discours, un idéal de transformation sociale. La violence stalinienne serait alors un détournement d'un projet émancipateur et non un objectif en soi. Pourtant, ce qu'ils oublient, c'est que cette politique, cette vision de la société porte en elle-même le germe de la destruction et de l'éradication des classes sociales jugées comme ennemies. D'autres, au contraire, soulignent que l'idéologie marxiste-léniniste, dans sa version soviétique, contient donc dès le départ un potentiel d'exclusion radicale en posant comme fondement l'hostilité structurelle entre les classes. Pour eux,
l'étatisation de la violence, la destruction d'un groupe par son identité présumée, l'usage d'un appareil bureaucratique autonome pour mener des actions létales rapproche les deux systèmes dans leur fonctionnement objectif, même si les fondements doctrinaux sont en effet différents. Ce débat reste vif, car il touche à des enjeux moraux, politiques et mémoriels majeurs. Comparer ne signifie pas égaliser, mais mettre au jour des logiques comparables dans des contextes distincts. Ce que l'étude croisée permet de comprendre, c'est la manière dont deux régimes totalitaires ont converti leur idéologie en programme d'élimination d'autrui, selon des modalités spécifiques, mais avec des conséquences humaines massives et durables. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.